Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Chers amis, merci de nous retrouver. Nous sommes très contents d'être là parmi nous. Tout le monde est en forme et content d'être là autour de cette table pour décrypter pour vous l'actualité de la semaine. Alors, il y a ce soir Abed Cheref, chroniqueur, journaliste, auteur de nombreux ouvrages. Bonsoir Abed. Bonsoir. Il y a Al-Qadi Hussein, éditeur d'Interface Média et de Maghreb Émergent. Bonsoir. Il y a Tarek Hafid du site d'information Impact 24, directeur du site Impact 24. Bonsoir Tarek. Et il y a aussi Akram Khriyef, directeur du site Secret des Fers, spécialisé donc dans la défense en Algérie et au Maghreb. Bonsoir Akram. Bonsoir. Adel Mehdi, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, du journal El Watan Weekend. Bonsoir. Bonsoir Mehdi. Contente de te retrouver et contente de vous retrouver tous ce soir. Vous aussi pour nous accompagner. Merci de nous être fidèles. Un petit tour sur l'actualité déjà, ce qui vous a marqué cette semaine en un mot, une image pour revenir sur ce qui a fait le buzz cette semaine. Ça va rester dans les annales, hein, cette histoire de bac et de fuite de bac, on en parle dans un petit instant. Une actualité, une image, une déclaration peut-être pour commencer. Moi, personnellement, une scène. J'ai fait le tour des bidonvilles cette semaine pour un peu voir le niveau de l'avancement des relogements, des destructions des sites. Et c'est vraiment un phénomène qui se répète. On n'arrive pas à bout de ce problème. Et ça dépasse de loin le problème du logement. C'est un phénomène qui est un marqueur de notre sous-développement et de notre sous-management des territoires et des populations. C'est vrai que j'ai vu des photos du photographe Zindine Zebbar. Oui. Ils sont avec des enfants autour des bidonvilles et des décharges. C'est vrai qu'à Alger, ça fait mal au cœur. Oui, Akram. Bon, moi, sur une note un peu plus humoristique, un médecin italien promet que dès 2017, il pourra greffer des têtes humaines sur des êtres humains. Donc, prendre une tête saine et la mettre sur un corps plus sain. Donc, arbistre, quoi. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Voilà, Oui, non, pas le mot. Oui, moi, c'est deux événements de problèmes, deux actes qui ont ciblé la presse. Donc, c'est premièrement les deux journalistes, Louatan et Khabar, qui ont été empêchés d'aller couvrir les funérailles le président Sahraoui. Et c'est aussi le caméraman d'une télévision qui a été passé à tabac à Batna hier, par des hommes, par des inconnus. Oui, non, pas d'une télévision privée, donc c'est ZTV. Passé à tabac par des inconnus au moment de la visite du ministre de l'Industrie, l'usine de montage de camions. Voilà. Donc c'est des actes qui semblent se répéter et puis ça ne fait... Alors ça vient, le premier vient des autorités et puis le second acte s'est produit au moment où les journalistes étaient, c'est-à-dire la sécurité des journalistes est placée sous la responsabilité des autorités, donc du ministère de l'Industrie. Voilà. Hassan Haddouche qui vient d'arriver, il va être seul avec Qalbellouz. Deux événements. Il est en train de lui dire ne mange pas tout, hein. On n'a pas eu le temps. Deux événements, évidemment, il y a un événement planétaire, c'est Mohamed Ali. Moi, ça m'a beaucoup marqué cette semaine. On pourrait en faire toute une émission. Oui. Autre époque, autre homme, tout simplement. Et puis l'événement plus proche de chez nous, pour la première fois depuis l'indépendance, une instance du football, la Ligue de football professionnel, a décidé de rétrograder un club qui a fait de la combine, qui a cédé un match. Il s'agit d'Al Fkroun. Il y a eu des émeutes hier, il y a eu des blessés. On savait qu'il allait y avoir des blessés. D'ailleurs, je crois qu'on avait même annoncé que c'était très probable. Mais il faut quand même noter qu'il y a une part de non-impunité à ce niveau-là. Si on évoque le bac tout à l'heure, on se rendra compte que c'est aussi le cas. À mettre en balance avec ce qui se passe dans l'affaire Khalil. Donc, c'est une sanction dans une histoire de fraude. Oui. Ouais. Donc, pour moi, l'événement, il est à l'étranger. C'est Hillary Clinton qui a de sérieuses chances d'être la première femme présidente de la première puissance au monde. Je pense que
ça va changer le monde. Je ne sais pas comment, mais ça va changer le monde. On verra bien. On n'est pas tous d'accord autour de cette table. Non. Bon. Parce que ça va changer. Ouais. Bon, mais c'est pas le débat de toute façon. On a beaucoup à faire. Hein. On a eu encore un scandale cette semaine qui a éclaté. La fuite des sujets du bac était massive, on l'a vu. Des cadres de l'ONEC, l'Office national des examens et concours, des chefs de centre, des enseignants responsables de l'enquête et responsables. Et l'enquête n'a pas encore tout dit. Une nouvelle session, ça c'est du jamais vu. C'est un complot, une atteinte à la sécurité de l'État selon Sellel, une tentative de semer l'anarchie dans le pays, déclare la ministre de l'Éducation, Nouria Belghbrit, mais n'est-ce pas déjà l'anarchie, vu l'ampleur de cette fuite. On en parle dans cette première partie. Je vais quand même rappeler, parce que tu as évoqué le nom de Hassan Haddouche, il va venir nous rejoindre tout à l'heure, en deuxième partie, quand on prendra une petite pause, pour parler cette fois économique et essayer de décrypter le nouveau modèle économique de Sellel. Ça fait sourire, ça avait fait déjà sourire la semaine dernière. Plus sérieusement, ajustement à vif ou endettement, on en parle tout à l'heure en deuxième partie. Alors, bac 2016, messieurs, il rentrera dans les annales, je le disais tout à l'heure. C'est là la raison de dire que c'est une atteinte à la sécurité de l'État. Ça relève à quel point, en tout cas, il nous rappelle à quel point l'État est fragile. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, Akram, je crois, on peut avoir peut-être des éléments supplémentaires sur l'enquête qui est menée. Je ne sais pas si elle va être menée à bout, si on va aller jusqu'au bout, si on va annoncer, parce qu'elle peut être gênante en même temps. Mais est-ce que tu as des éléments supplémentaires? Bon, il y a deux parties dans cette enquête. Il y a une première partie qui relève de la forensique informatique, donc de l'enquête technique. De ce côté-là, l'enquête aurait donné une très grosse quantité d'informations sur l'origine de l'attaque, sur les relais de l'attaque. On a noté que la propagation de l'information a été inhabituellement rapide, donc beaucoup plus rapide que ce que permettent les réseaux sociaux, ce qui a fait dire à beaucoup d'enquêteurs que ça dépassait probablement le stade de la simple fuite, même organisée. Donc moi j'ai eu l'occasion de discuter avec un expert en forensique technique, qui n'est pas de l'armée, qui n'est pas de la gendarmerie. Actuellement, c'est la gendarmerie qui mène l'enquête. Et qui m'a expliqué, qui a lui-même mené son enquête. C'est ce qui est bien avec la technologie. Il suffit d'être compétent pour pouvoir mener l'enquête. Donc lui, c'est son cas. Et il relève déjà la présence d'éléments étrangers à l'Algérie. Donc une partie de l'attaque est venue de l'étranger. Donc il y a la main de l'étranger. C'est juste les serveurs qui sont peut-être à l'étranger. Pas que les serveurs. Certaines adresses IP aussi qui ont relayé. Ça ne veut pas dire que les instigateurs étaient à l'étranger, mais ça veut dire qu'il y a eu une complicité à très très large échelle, y compris à l'étranger. Selon cet enquêteur qui émet une théorie, si elle est prise hors du contexte politique, bien sûr, est très très crédible à mon avis, lui me dit que ce n'est pas Madame Belghbrit ou le système ou le ministère de l'enseignement qui sont attaqués, c'est le bac algérien qui est attaqué. La réputation, et pour lui estime qu'il y a une volonté de dégrader le bac algérien par rapport à cette attaque. L'État à travers le bac, c'est ça? Non, le bac à travers le bac, parce que le bac algérien qui est reconnu en Europe, qui permet à des étudiants algériens de partir s'inscrire dans des universités européennes, est donc un vecteur d'immigration en Europe. En étant quand même décalé, on refait un minimum d'années. Mais on y va quand même. Ouais. Et donc, c'est le bac algérien qui serait attaqué, selon cette personne, qui serait attaqué. Bon, de manière plus réaliste, c'est aussi la ministre qui est directement visée et attaquée
Monsieur Yahya a accusé les courants conservateurs. Avant de revenir sur ces déclarations, c'est la seule piste de l'enquête ? Non. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de prévenus, il y a une cinquantaine de personnes à qui on a retiré les passeports, qui sont prévenus, qui sont sous contrôle judiciaire. Elles sont en Algérie, toutes sont en Algérie. Il y a des cadres de l'ONEC, il y a des étudiants, il y a des enseignants, il y a des chefs de centre. Et aujourd'hui, si les auteurs sont connus, l'enquête n'a pas encore déterminé à tous les coups les motivations. Oui. Le mobile. Alors, vous y croyez, vous, à cette main étrangère Non, c'est-à-dire on est retombé dans le syndrome de l'acte isolé de juin, comme en 92, pour faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec l'assassinat de Boudiaf, et 92, où il y a eu aussi une opération de fuite. Moi, j'ai dû refaire le bac, d'ailleurs, en 92. Il y a eu la session de juin, la deuxième session de juillet. Les techniques de fraude, à l'époque, étaient plus artisanales. C'était carrément des fourgons. Ça a démarré à Usendé, Alger, les beaux quartiers. On avait carrément des fourgons qui venaient et ouvraient et donnaient carrément le matin très tôt ou la veille les... J'ouvre une parenthèse, je vais la refermer. Ça s'est fait aussi cette fois-ci. Oui. Moi, j'ai des informations selon lesquelles des femmes dans des véhicules de marque, pour ne pas donner le modèle, allaient au niveau des écoles, près des écoles, et distribuer des sujets. C'est-à-dire au-delà du complot, parce qu'il y a des traces sur... Moi, j'ai vu ces pages bac 2016, etc. C'est des pages que... j'ai vu le commentaire où on dit on fait ça pour détruire Ben Rabret, on fait ça par... Bon, c'était un peu trop... On montrait trop la cible. Mais moi, ce qui me dérangeait dans l'affaire, c'est qu'en 92, même ceux qui trichaient avaient honte de tricher. Aujourd'hui, on les voit à la télé et ils disent qu'ils sont restés jusqu'à 1h du matin. Ils parlent de manière à visage couvert. Cette incapacité d'avoir honte me fait très peur. Au niveau moral, si on peut parler de moralité ici, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, d'avoir banalisé la chose de cette manière, que les gens disent oui, j'ai pris le sujet, hier il était comme ça, et on banalise complètement le fait de tricher et de frauder. Mais qu'est-ce qui s'est passé selon toi ? Moi, je ne vois pas où est le complot contre la ministre. Je ne vois pas où est le complot contre la ministre. L'an dernier, il y a eu le même problème de triche. C'était quand même assez limité, il faut le reconnaître. Ce que dit Akram est important. Ça signifie qu'il y a des problèmes au niveau technique pour la protection des serveurs de l'ONEC. C'est ça, donc le problème se situe essentiellement à ce niveau. Ensuite, c'est décevant, mais en même temps, nous vivons dans une société où la triche s'est institutionnalisée. Le commerce informel, c'est de la triche. Au niveau politique, il n'y a que de la triche. Un président qui modifie une constitution pour se faire réélire à vie, c'est de la triche. Je peux citer aussi le marché public, c'est de la triche. Exactement, tout ça, c'est de la triche. Oui, les grosses affaires de corruption. On peut citer aussi, je peux citer aussi le président de l'APN, qui est le troisième homme de l'État. Quand on va sur le site de l'APN et qu'on voit son CV, le gars, il est né en 1938 et il a fait partie de l'organisation secrète du Front de Libération Nationale. Je vois vraiment pas ce que c'est que cette organisation. Donc, le gars s'est même inventé un passé révolutionnaire. Donc, tout ça, c'est de la triche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur... C'est pas étonnant, Abed. C'est pas étonnant. Moi, je suis moins choqué par ce qui s'est passé cette année que par ce qui s'est passé l'année dernière, quand des parents ont manifesté pour défendre leurs enfants qui avaient triché. Moi, j'ai considéré qu'on avait atteint le fond l'année dernière quand les parents ont assumé ça. Donc, ce qui s'est passé cette année me semble un peu moins grave. Maintenant, ce qui s'est passé, je pense qu'il faut revenir aux faits de manière très simple. Visiblement, la fraude n'avait pas pour objectif de permettre à des gens qui sont bien placés ou la ma'rifa ou là d'obtenir le bac. À partir du moment où on met les sujets sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a une volonté de rendre public l'acte de nuire. De ce point de vue-là, je peux rejoindre M. Sellel. C'est curieux, mais je peux le rejoindre quand il dit... C'est choquant, oui, mais quand il dit que c'est un complot, oui, les éléments constitutifs d'un complot me semblent présents.
Donc ça pose pas de problème. Toutes les mesures ont été prises. Mais oui, mais ça va nous ramener à la vérité. Il faudra regarder les choses en face. Ce n'est pas de cette manière. Nous ne sommes plus un pays qui peut organiser un bac crédible, des élections crédibles, des opérations de commerce extérieur crédibles. Écoutez, le ministre du Commerce a dit que 30% des devises qui sortent se fait de manière illicite. Il faudrait quand même qu'un juge, qu'un procureur, qu'un juge d'instruction convoque ce ministre et lui dise expliquez-nous ce qui se passe. Et donc, le pays a intériorisé la fraude. Je suis positivement surpris par cette affaire. Je suis positivement surpris de voir que le pays est toujours capable d'être scandalisé par la fraude. Je pensais qu'on n'avait plus la capacité de réagir. Je constate que le pays réagit, qu'il y a quand même de la dignité dans la société, dans les institutions, dans la presse. Il y a de la dignité. Voilà, moi je suis plutôt optimiste. Ça fait partie, pour toi, ça fait partie de la déliquescence généralisée de la situation. Oui, mais il y a peut-être quelque chose en plus. Moi, je pense que cette affaire trahit l'écart qu'on n'a pas toujours mesuré qu'il y a entre la société et la superstructure que représente l'État et l'administration. L'État et l'administration sont en retard d'une guerre sur la société. Il y a toujours eu des fraudes, il y a toujours eu des tentatives de faire sortir des informations sur le bac. Ce qui s'est passé ces 2 dernières années, c'est que la société s'est mise à jour vis-à-vis du reste du monde. La 3G, les gens sont beaucoup plus connectés, etc. Et ça donne quoi ? Ça donne... voilà, j'ai déclenché mon téléphone en parlant. Ça donne... Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Akram. La viralité d'une information stratégique attendue par un public, elle n'a pas besoin de relais, de gros serveurs pour être touché des millions de personnes. Parce que le premier soir, les gens ne croyaient pas que c'était... Il n'y a pas eu beaucoup de fraude. Doutaient. Et quand ils se sont rendus compte le lendemain que c'était les vrais sujets qui avaient circulé sur Internet, tout le monde les attendait, 1h, 2h du matin. Et Facebook, aujourd'hui, quand on parle de la main de l'étranger, pourquoi ce serait des adresses IP ? Tous les réseaux sociaux sont étrangers. Donc, quand on est sur Facebook, ça passe par l'étranger, ça revient. Voilà, donc il s'est passé quelque chose, c'est le décalage là, il s'était pas prêt. Avant, c'est quelqu'un qui a le sujet, qui peut le donner à quelques personnes. Aujourd'hui, quand tu donnes à quelques personnes, elles vont vouloir toucher d'autres personnes. Quel est le meilleur moyen de toucher d'autres personnes rapidement, qui sont de l'autre côté, qui sont loin c'est Facebook. Et à un moment donné, ça peut tomber chez quelqu'un qui se dit pourquoi j'ai gardé ça pour moi. Je balance plus. Et puis voilà, et en une nuit, ça peut toucher tout le monde. Moi, je pense pas que... c'est l'État qui est en retard. Mais si le ministre parle de complot et qu'il dit qu'il y a une atteinte à la sécurité de l'État, il faut peut-être creuser. Est-ce que ce ne serait pas un dessein machiavélique avec des enjeux, un complot, on a dit, un dessein machiavélique avec des enjeux politiques, idéologiques? On peut se poser des questions. On a tous les ingrédients en place pour s'interroger. C'est ça qui est un peu gênant dans la lecture des choses, parce qu'on est un peu parasité par cette lecture idéologique, un peu manichéenne, de mettre Ben Rabret comme étant la moderniste, la gentille, l'excellente, la formidable, et à côté les méchants islamistes conservateurs. Bon, c'est une lecture qui peut avoir quelques indices réels, mais on a surpolitisé la chose au point qu'on ne peut plus parler maintenant de Ben Rabret. On ne peut plus critiquer Ben Rabret, on ne peut plus critiquer... On n'en a pas besoin, c'est une ministre du 4e mandat. Voilà, déjà, pour rappeler, et qui a fait partie des commissions de... C'est Abdel Sharif qui a dit ça, c'est pas moi. On est d'accord. Et qui a fait partie, si je ne me trompe pas, de la commission Benzaro à l'époque. Bon, on a trop surpolitisé les choses. Même si on essaie d'analyser le complot, on nous enferme, le discours médiatique actuel, des deux côtés, nous enferme dans ce manichéisme qui nous empêche de voir clair. Donc l'analyse est un peu rendue difficile par rapport à ce manichéisme idéologique. On peut parler de Madame Ben Rabret, effectivement, et ce qui se passe dans cette affaire, c'est qu'il y a une vente concomitante. Pour des gens, je vais dire que c'est la majorité écrasante des Algériens qui ont le souci d'avoir un État qui fonctionne, d'avoir une école qui fonctionne, des institutions crédibles, etc. Sentir qu'il y a les éléments constitutifs d'un complot, ça dérange et ça fait très très mal. Mais le fait que ça fait mal ne dédouane pas Madame Ben Rabret,
qui n'est pas une représentante de la modernité. Hissène l'a dit, c'est une femme qui est née avec le 4e mandat. Elle est née avec la consécration définitive, sublime de la fraude. Ça lui enlève complètement tout moyen ou toute velléité de vouloir combattre la fraude. Ce n'est pas vrai. Akram l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un... Elle est dans un gouvernement dont des ministres ont été accusés publiquement dans des procès d'avoir touché des pots de vin. Elle aurait dû démissionner, elle aurait dû partir. Elle n'aurait jamais dû être là. Non, je ne veux pas lui dire ce qu'elle aurait dû faire. Il y a des attitudes qui prouvent, qui montrent les valeurs auxquelles chacun est attaché. Elle n'a strictement rien fait, ni sur ça, ni sur le 4e mandat, ni sur les histoires, le Panama Papers. Il y a des ministres dans le gouvernement, elle est avec eux au Conseil des ministres. Il y a quelque chose qui s'appelle la solidarité gouvernementale. Ça veut dire que ce que fait un ministre, tous les autres ministres sont solidaires de ce qu'il fait. Donc, elle n'a eu aucune attitude sur ce point-là. Madame Ben Ghabrit est totalement disqualifiée pour parler d'éthique ou de morale. Ce qui nous met dans une impasse absolue, c'est elle qui est obligée de défendre le bac. C'est pas possible. Ce n'est pas gérable, c'est impossible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire le procès de la ministre de l'Éducation, c'est de se demander aussi qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est à elle qu'on en veut ? Est-ce que ce complot dont parle le Premier ministre, il vient de l'intérieur ? Il vient d'où ? On sait qu'il y a des enjeux qui sont en place, il y a aussi des enjeux politiques. Quand on lit la presse, on a deux tendances. On a la presse arabophone. Les deux tendances sont totalement surréalistes. On a une presse arabophone qui traite, qui estime que Madame Ben Ghabrit a des velléités de franciser l'éducation nationale, de supprimer des cours de sciences islamiques, par exemple, etc., etc. Ils s'attaquent à ses origines, à son père, à son grand-père, etc., etc. On a de l'autre côté une presse francophone pour sa majorité, qui est en train de la placer sur un piédestal, qui la compare même, j'ai lu ça aujourd'hui, à Angela Merkel, et qui estime que Madame Ben Ghabrit apporte un vent de fraîcheur, un vent de modernisme à l'Algérie. C'est totalement fou. Aujourd'hui, on a une population qui est abreuvée des chaînes satellitaires et qui est plutôt enclin à écouter le premier son de cloche. Nous, presse francophone, nous sommes en train d'opposer quelque chose qui est totalement surréaliste à ce discours-là. Or, le cœur du problème est le fait que Mme Ben Ghabrit est ministre du 4e mandat, ça c'est clair, et qu'elle a failli en tant que ministre. Est-ce que c'est elle qui a failli ? Je parlais d'enjeu à l'instant. Oui et non. Oui, si on dit que c'est elle, on va personnaliser le problème. Or, non, il faut surtout pas personnaliser le problème. Il faut le poser en termes politiques. Je vais parler de deux sujets qui n'ont rien à voir. Les élections. Nous sommes un pays qui part systématiquement sur de fausses solutions. Pour avoir des élections crédibles, on a monté des commissions indépendantes de surveillance des élections qui valident la fraude depuis 20 ans. Or, que demande aujourd'hui l'opposition et que le président Bouteflika lui a octroyé, c'est une commission de surveillance des élections qui est dans la Constitution. Il y a une espèce de consensus national sur cette fausse solution. On peut prendre le code de la route. Nous sommes un pays qui a décidé de régler le problème de la sécurité routière par les douanes. Il faut aller aux États-Unis, aller en Suède, aller au Japon. Regardez comment font les autres gens. Vous n'allez pas trouver de douane. Et aujourd'hui, quand il y a un accident, on met un douane supplémentaire. Donc, on va sur des fausses solutions et on insiste. Et quand on ne trouve pas la solution, on se dit, on n'en a pas fait assez. Et donc, on va aller plus loin. L'année prochaine, on va faire
C'est la une d'un grand journal aujourd'hui. C'est la une d'un grand journal. Le Mukhabarat, les services spéciaux vont organiser le bac. Mais c'est de la folie. Ils se rendent même plus compte où ils sont, ces gens. C'est la une d'un grand journal, du plus grand journal du pays. C'est la folie. Pour avancer, je vais vous donner la parole. Pour avancer, Yahya dit les islamistes sont responsables. Bon, je ne sais pas s'il faut prendre ça au premier degré, au deuxième, je ne sais pas. Il faudrait qu'ils nous disent quelle est leur capacité de nuisance. Là, je peux pas me taire. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur... disqualifié jusqu'à la fin des temps quand il s'agit de fraude. Après l'histoire de 1997. Je te dis que c'est balai fermé. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Yahya, quand il reçoit l'ancien chef de l'AIS, n'est pas qualifié pour parler de ça. Il peut plus Après, il y a quelque chose d'insupportable dans ce jeu des attitudes vis-à-vis des ministres du 4e mandat, parce qu'on a les bons, on a les méchants. On a Mohamed Issa, on l'adore, les francophones, parce qu'il parle bien, il parle de l'Andalousie, etc. Il n'a pas connu l'Andalousie, tant pis pour lui. Ben Rabret, elle est bien, Bouchouareb, il n'est pas bien, un tel, il est bien, l'autre, il n'est pas bien. Ça dépend chez qui. Hein. Voilà, exactement. Donc, c'est comme si on avait un menu et on choisit à l'intérieur les bons ministres, les mauvais ministres, selon des lectures idéologiques du piège du 4e mandat et du piège idéologique des années 90 dont on ne peut pas sortir. Si Saïd était là, il aurait été beaucoup plus prolixe sur la question du piège idéologique. Saïd Jafar. Oui. C'est vrai que les auditeurs auraient pu comprendre. Saïd qu'on salue et qui nous reviendra très bientôt. Il à propos du complot qui a été évoqué par le Premier ministre, tout est question de complot, main de l'étranger en Algérie, pour tout. À chaque fois qu'il y a un problème, donc c'est un problème de complot, de main de l'étranger. J'espère que cette fois-ci, après ce que vient de préciser Akram, ils ne vont pas trouver le fameux complot où effectivement la main de l'étranger est présente. Vous ne croyez pas à l'option que Ben Rabrit serait l'otage de cette guerre des clans que l'on connaît depuis le début. Après tout, l'enjeu, l'un des grands enjeux, c'est les élections de 2017. On a de la corruption à outrance. On a des affaires dans lesquelles est cité aujourd'hui le Premier ministre, dans lequel est cité, la fille du Premier ministre, dans lequel est cité le Abdeslam Bouchouareb, le ministre de l'Industrie, Cheikh Ibril, qui a cessé son périple pour un temps dans les Zaouiettes et qui n'est pas du tout inquiété par la justice. Enfin, l'un dans l'autre, ça fait quand même beaucoup. On a des élections en 2017. Elle n'est pas otage de cette guerre des clans. Écoute, moi j'ai pas vu l'image le jour même, mais l'image existe. Madame Ben Rabrit a été la seule ministre invitée à la cérémonie de promotion des officiers à Cherchel. Elle y est allée et elle était à côté de M. Tartag. Au titre du symbole, Madame Ben Rabrit a fait son entrée, ou bien c'est une espèce de consécration pour elle au cœur du système de pouvoir algérien. Elle est complètement dans ce jeu. Ça y est, tout ce qui est idéologie, tout ce qui est pédagogie, tout ça saute. On est dans des jeux de pouvoir purs. Donc, elle n'en est pas victime, voilà. Elle en fait partie. Moi je pense que dans le désert d'idées qu'est le 4e mandat, mais c'était déjà un peu le cas avant. Elle joue un rôle alibi, justement, sur lequel les autres essaient de construire quelque chose. Nous avons une volonté de réforme, au moins sur le secteur de l'éducation. Et c'est elle qui assume cette mission-là. Ça sonne bien parce que, par ailleurs, on le verra en deuxième partie, il y a une incapacité à engager les réformes dans les autres secteurs, en économie, mais aussi en politique. Et donc, elle campe ce rôle de la modernisatrice, celle qui va dépoussiérer le secteur de l'éducation, ce qui va rendre nos enfants plus intelligents, l'école plus performante, etc. Et Yahya joue un peu, accompagne ce rôle en disant, en essayant de... Il n'a pas cité les islamistes, mais il a laissé entendre que c'était eux. Il a cité les conservateurs. Voilà. Donc ça donne quoi? Ça donne l'idée. Donc des gens au pouvoir. Voilà, ça donne l'idée qu'il y a de la réforme, qu'il y a du mouvement, qu'il y a de l'idée, qu'il y a des convictions dans ce gouvernement et que donc il y a une partie de la société qui peut s'y opposer. Ça, c'est contre ça que je m'élève. C'est contre cela que je m'élève. Voilà, la Libye. Et il n'y a pas de vraie volonté de réforme et il n'y a pas de capacité à mettre en forme la réforme. Et Madame la ministre de l'Éducation n'en est pas la grande prêtresse.
Et Madame Ben Ghabrit me rappelle une autre grande illusion d'une autre époque. Ben Yahya. Avec, non, c'est plus récent, une autre dame, Khalida Toumi. Avec une différence quand même, Khalida Toumi a dénoncé la fraude avant d'intégrer le système. Madame Ben Ghabrit a intégré le pouvoir et on va attendre avant de dénoncer la fraude. Mais sur le fond, ça ne va pas révolutionner l'histoire politique du pays. Bon, on va s'arrêter là-dessus, si vous voulez bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'on tape sur le On dit juste qu'il y a le C'est dur d'être ministre sous un 4e mandat en même temps. Il ne faut pas être ministre. C'est dur de venir au CPP aussi. Il a le sourire, je l'ai moins ce soir. Une petite page de pub. La pub, on revient tout de suite. Abed sera là encore. Qui a dit que les Algériens n'étaient pas capables du meilleur ? Parlons du laboratoire pharmaceutique Mérinal. Né à partir d'une officine de quartier, Mérinal a débuté sa production en 2002. Toute petite déjà, cette entreprise voulait offrir la meilleure qualité à son pays. Aujourd'hui, 500 Algériens rigoureux et soucieux de votre bien-être travaillent tous les jours pour offrir le meilleur à l'Algérie et aux 7 pays où Mérinal exporte. Là, moi je dis que je suis fier d'être algérien. Vous n'êtes pas d'accord ? Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Une petite pause, on revient à vous. Merci de nous accompagner encore. Nous venons d'être rejoints par Hassan Haddouche, journaliste spécialiste en économie. Bonsoir Hassan. Bonjour. Merci de nous rejoindre. On va parler économie, de la tripartite. Après, au lendemain de cette tripartite, les incertitudes et les questions restent les mêmes. Elles sont encore posées aujourd'hui. Décryptage de ce nouveau modèle économique CELEL. Plus sérieusement, est-ce qu'il s'agit là d'ajustement à vif, d'endettement, de quoi est-ce que CELEL aurait voulu nous parler et il ne nous a pas parlé ? Qu'est-ce qu'il nous cache en fait ? Enfin, je ne pense pas qu'il cache quoi que ce soit. Je pense qu'il y a une démarche qui a été... Bon, si j'ai bien compris, enfin, les contacts que j'ai eus, moi, me disent qu'il y a un travail d'expert qui a été fait. On n'a pas voulu que ça reste un travail d'expert. On a voulu le faire endosser, disons, par les partenaires sociaux. Donc, il s'agissait de passer par la tripartite pour faire approuver, disons, la démarche que l'exécutif a l'intention de mettre en œuvre, disons, par les partenaires sociaux. Bon, maintenant c'est fait. On me dit qu'incessamment, c'est l'expression qu'on a utilisée, qu'ont utilisé les sources que j'ai consultées, on dit qu'incessamment, il y aura, disons, une communication plus large sur le contenu du nouveau modèle économique. Il y a une certaine, déception qui s'est exprimée après la tripartite sur ce sujet-là. On a dit que la montagne avait accouché d'une souris, etc., qu'il n'y avait pas de chiffres, quand on annonce mais nouveau modèle apparemment, à l'intérieur de la tripartite, il y a eu de la communication. Il y a eu des communications intéressantes. Ça s'est fait à huis clos. Oui, ça s'est fait un petit peu à huis clos. Ça n'a pas été traduit, disons, dans les communiqués officiels. Voilà. Mais bon, disons que la démarche est celle-là. On me dit, voilà, bon, il y a un travail d'expert endossé par, la tripartite aujourd'hui, parce qu'il ne s'agissait pas que ça reste un travail d'expert, et qui va être maintenant, il doit être approuvé par l'exécutif aussi, formellement. Approuvé par l'exécutif, donc approuvé vraisemblablement par un conseil des ministres, etc., pour que ça devienne, disons, le projet du gouvernement. Voilà, bon, ça c'est pas encore fait, même ça. Mais pourquoi est-ce qu'à ce stade, on n'en sait rien, on n'a pas de chiffres, on ne sait pas, on n'a aucune idée de ce nouveau modèle économique, même pas d'une orientation. Si, il y a quand même quelques idées, qui circulent, des idées relativement, on attendait un projet concret, chiffré, avec des projets. Oui, mais ça c'est des informations qu'on n'arrive pas à obtenir. Ouais. Ça existe, ce projet-là, il existe, mais c'est des informations qu'on ne veut pas nous donner. Pourquoi ? Qu'on ne veut pas donner à la presse aujourd'hui, parce qu'on nous dit ça. On réserve la priorité aux partenaires sociaux. Et puis deuxièmement, il faut que ce soit approuvé formellement. Il faut que ce soit approuvé formellement par l'exécutif. Donc ça fasse. Non, c'est pas complètement comme ça que ça s'est passé. Les présidents espéraient avoir le document en lui-même. Ils ont eu l'interprétation du document par le Premier ministre et dans sa partie technique par le ministre des Finances. Ils étaient déçus. Et il y en a qui ont réclamé le document des experts en arguant, en précisant que quand des experts rendent un document, le document leur appartient. C'est ça qui est leur proposition. Après, ce que le gouvernement veut en faire, ça appartient au gouvernement. Le gouvernement peut retenir une partie des propositions de ces experts, tout ou rien. Mais le document, en l'état, il existe et il aurait dû être rendu. Donc, on ne peut pas dire que la tripartite a endossé quoi que ce soit.
La tripartite n'a pas endossé parce que la vraie partie qui nous intéresse dans cette contribution de la task force, composée de 6 spécialistes, de 6 experts, dont 5 économistes, c'est notamment pour la partie courte, la partie 2016-2019, le plan d'urgence, c'est un plan de traçage, de cadrage du budget pluriannuel qui nous dit en 2019 on revient à l'équilibre, en 2018 on revient à l'équilibre en faisant ceci, cela, en réduisant les dépenses, en augmentation de la fiscalité, en poursuivant la baisse du dinar qui permet à la fiscalité pétrolière de donner plus de dinars, enfin voilà, des propositions de ce type, en baissant les subventions, en faisant des économies sur l'énergie, etc. Tout ça existe et chiffré. Si ça n'a pas été rendu public, c'est parce que M. Sellal a choisi de le mettre sous le coude. Non. Parce qu'il ne l'a pas accepté. C'est l'interprétation. Attendez. Il a dit. Attends, laisse-le terminer, je te donne la parole. Hassan, je t'ai pas interrompu. Il était prévu que. D'ailleurs, ça s'appelle 2016-2019. Le plan d'urgence, c'est 2016-2019. C'est-à-dire qu'il commence en 2016. C'est-à-dire qu'en principe, il se passe quelque chose en 2016. Or, dans cette tripartite, on est sorti avec des réseaux. Des déclarations de principe. On va moins s'appuyer sur la fiscalité pétrolière, plus sur la fiscalité ordinaire, etc. Enfin, plein de. Mais il n'y a pas de feuille de route précise qui soit contraignante. Or, au départ, il s'agissait de cela. Et donc voilà. Donc c'est un choix politique. Monsieur Sellal ne peut rien engager en prenant le risque de fâcher Monsieur Bouteflika. On est à l'arrêt. Donc, d'accord. Moi, je pense pas. Non, là, c'est toujours la même interprétation, disons, hyper politique de tous les, disons, de toutes les décisions. Quelle information tu as ? Le projet du gouvernement, le projet des experts, c'est pas une feuille de route contraignante, etc. C'est pas le FMI, hein. C'est pas. C'est un plan détaillé. En plus, ils ont fait 3 scénarios. Ils ont fait 3 scénarios. Ils ont fait 3 scénarios. J'ai pas le droit de le publier, je l'ai. Je parle pas du vent. Le document, je l'ai. Ils ont fait 3 scénarios. Il est contraignant. Non, il est contraignant. Mais non, il n'est pas contraignant. Un travail d'expert n'est pas contraignant. Un travail d'expert, il devient contraignant le jour où le gouvernement, l'exécutif. La COP 21 à Paris, c'est contraignant ou c'est pas contraignant ? Pourquoi tu me parles de la COP 21 ? Parce que c'est des experts qui ont fait le document. Un travail d'expert qui a été fait, qui n'a pas été. La COP 21, c'est devenu contraignant à partir du moment où des responsables gouvernementaux ont approuvé, disons, ce programme. Chez nous, c'est pas encore endossé par le gouvernement. Alors, la démarche a consisté d'abord à présenter ce document, ce travail, disons, à le présenter aux partenaires sociaux qui l'ont approuvé. Mais si on a des déclarations, c'est quand même pas non, c'est pas la démarche. Hassan, c'est pas la démarche. S'il te plaît. Il s'agissait de le faire s'il te plaît. Il y a aucun non, mais c'est pas la démarche. C'est pas la démarche habituelle du gouvernement. Il a été approuvé à la manière de la tripartite. C'est pas un vote. Non, mais ça se passe pas comme ça d'habitude, Hassan. C'est comme ça que ça se passe à la tripartite. Non, plus sérieusement, non, ça ne se passe pas comme ça à la tripartite. Ma question, c'est est-ce que ce travail qui a été fait par les experts, si j'ai bien compris, je ne sais pas si l'on peut donner la parole après aux autres, est-ce que ce travail des experts n'a pas été approuvé par Sellal ? Est-ce qu'il n'a pas été accepté par Sellal ? C'est ça que tu es en train de dire pour l'instant, il n'a pas été accepté. Il ne va pas être appliqué. Pour l'instant, la décision n'a pas été prise d'appliquer ce travail. Le 14 mai dernier, il y a eu une réunion de restitution de ce travail de la task force au palais du gouvernement, à laquelle ont assisté d'ailleurs les partenaires sociaux. Le FCE était représenté par le vice-président du FCE, M. Brahim Ben Abdeslam, et il y a eu des divergences sur le contenu. La task force elle-même n'était pas complètement d'accord, mais le document a été remis, et ce sur quoi ils se sont séparés, c'est à cela que nous sommes arrivés. Maintenant, c'est à vous d'adopter, de ne pas adopter, d'exécuter, de ne pas exécuter, mais nous, c'est à cela qu'on est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a des étapes précises. En 2016, voilà ce qu'il faut faire pour ne pas faire plus de 16% de déficit du budget, parce qu'on est sur un chemin qui est supérieur à 16%. En 2017, ce qu'il faut faire, etc. etc. Cette partie qui est très précise, elle n'a pas été proposée aux partenaires sociaux. Donc, ils ne peuvent pas adopter quelque chose Qu'est-ce qu'il y a dedans qu'on ne leur a pas proposé. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui pourrait bloquer le Premier ministre et l'équipe gouvernementale ? Il me semble que le problème, c'est essentiellement sûrement des mesures impopulaires qui devront être donc mises en œuvre. Et après, c'est un gouvernement qui manque de courage politique. Je pense que le problème se situe à ce niveau. Sûrement réduction des subventions, il va y avoir sûrement des augmentations de taxes pour différents produits. Et le gouvernement est incapable actuellement de mettre en œuvre de telles mesures. Moi, c'est la lecture que je fais, en tout cas avec le peu d'informations que j'ai. Hassan, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui peut dans ce nouveau modèle économique, il y a 2 parties.
Il y a une partie qui concerne ce dont on est en train de parler tout à l'heure, c'est le rétablissement, si vous voulez, c'est une partie à relativement court terme, c'est le rétablissement des équilibres financiers. On est aujourd'hui dans une situation de déficit massif de la balance des paiements, on va faire 30 milliards de dollars de déficit cette année, et on est dans une situation de déficit massif du budget de l'État, on va faire 16-17% de déficit du budget de l'État cette année. Bon, c'est des déficits massifs. Il faut en sortir. Il y a donc une trajectoire qui a été adoptée, qui a été proposée, pas adoptée, proposée aujourd'hui, qui a été plus ou moins endossée par la tripartite, qui consiste donc à revenir progressivement à une situation, non pas d'équilibre, mais de déséquilibre soutenable. C'est-à-dire à une situation soutenable des finances publiques. Bon, alors, par la réduction des subventions, par la diminution des dépenses publiques, par la réduction des importations, par l'augmentation des recettes ordinaires de l'État, etc., etc. Il y a un certain nombre d'axes. Une partie d'endettement aussi, une partie de création monétaire, etc. Il y a un dosage qui doit être fait de ces différentes, en fonction d'ailleurs d'hypothèses, en fonction de plusieurs hypothèses. C'est-à-dire qu'il y a une variable stratégique qui est les prix pétroliers. En fonction des prix pétroliers, le rétablissement des équilibres se fera plus ou moins vite et il demandera plus ou moins d'efforts. Je pense pas qu'on ait peur aujourd'hui d'aller dans cette direction-là, parce que si on avait peur d'aller dans cette direction-là, on n'aurait pas demandé aux experts. La maladie du président, bon. C'est ça que suggérait. Excuse-moi, la maladie du président, c'est ça qui bloque, c'est-à-dire que le président doit approuver, il ne le fait peut-être pas. C'est ça que. Peut-être que Qadé il parle des fameuses lignes rouges du président par rapport à cette question des arbitrages. C'est ça qui pose problème. Et le vrai problème, c'est que même si je ne connais pas le détail du document, c'est quelle est la marge de manœuvre d'un gouvernement qui veut contrôler le déficit, etc., et travailler sur le système de subvention, et à côté de ça, être dans les clous des interdits présidentiels sur le caractère social. Quelle est la marge de manœuvre, on va dire, politique, qui peut se traduire par des choses techniques? Je voudrais apporter une précision. Quand on dit que rien n'a été fait, il faut quand même deux des choses les plus importantes qui doivent être faites dans les années qui viennent, c'est premièrement réduire les importations. Moi, je voudrais vous signaler quand même que la réduction des importations, elle a déjà commencé et elle s'est déjà faite dans des proportions importantes. À fin 2014, on avait 58 milliards de dollars d'importations. À fin 2015, on est descendu à 52. On est descendu à 52. Cette année, on est sur une pente qui va nous mener à 45 milliards. Si on prend les chiffres des 4 premiers mois de l'année, à la fin de l'année 2016, on aura 45 milliards de dollars d'importation. Donc on sera passé en 2 ans de 58 à 45. Je veux dire, on a déjà fait les choses. En matière de finances publiques, le FMI nous dit que le prix d'équilibre budgétaire en 2016, ce sera 88 $. C'est 88, 89 $. On était à 120 $ il y a 2 ans. Donc il ne faut pas dire que le gouvernement ne fait rien. Très bien. Il a déjà commencé, l'ajustement a déjà commencé. Est-ce qu'on est en train de perdre du temps ou gagner du temps? C'est la question qu'on se pose après, au lendemain de cette tripartite avec pas grand-chose. Cette discussion pouvait avoir un sens il y a 15 ans. On pouvait en discuter, on pouvait... Aujourd'hui, ça paraît absurde de lire les résultats de la tripartite. La seule décision concrète qui a été prise par la tripartite, là c'est une décision concrète, c'est de créer une commission qui sera chargée du suivi des décisions de la tripartite. Ça veut dire que on les a entendus déjà. Ils se réunissent, ils prennent des décisions. La réunion suivante, ils se disent on a pris des décisions, mais elles n'ont pas été appliquées. Et donc, à force de faire ce constat, cette fois, ils ont décidé de faire une commission qui va faire le suivi. Maintenant, sur les dossiers économiques, concrètement, il y a quelqu'un qui a dit, c'est M. Abdellatif Bennachnou, il a dit ça il y a combien de temps? 5 ans, 10 ans? Sur le plan technique, on sait ce qu'il faut faire, mais il a dit il y a une année sur les lanternes de radio, en parallèle. Donc il a dit, on sait ce qu'il faut faire, mais on sait que ça ne se fera pas tant que le président Bouteflika est là. C'est un constat lucide. Ce qui est dit, ce qui est annoncé aujourd'hui, ce sont des choses qui se passent à la marge. On réduit, le ministre du Commerce en poste a dit que 30% des devises qui sortent, c'est de manière illicite. On va réduire ça jusqu'à 20%, jusqu'à 10%, mais on reste dans l'illicite. On n'est pas dans la gestion économique. On est dans des intentions parce que les choses sont très simples pour moi. Il
faut regarder les choses de manière très simple. Le pays n'a pas les institutions nécessaires pour faire cette mutation. Tout ce programme, c'est pas la tripartite de l'adopter, c'est au Parlement de l'adopter. C'est la classe politique, c'est les partis du pouvoir et de l'opposition qu'il faudrait peut-être inviter à un consensus pour aller dans ce programme. Monsieur Sidi Saïd, mais c'est quoi cette histoire? Le seul qui, à mon avis, celui qui est cohérent dans cette démarche, c'est monsieur Haddad. Le patronat est là. C'est un vrai pouvoir qui est en train de s'affirmer. Beaucoup de gens pensent qu'il fait mal ou là, que sa méthode n'est pas la bonne ou là, mais ce sont des gens qui défendent leurs intérêts. Pour le reste, on est face à des charlatans qui se contentent des mots, les ministres viennent, les gouvernements passent et les choses sont en l'état. Les choses sont exactement en l'état. Et on s'enfonce dans la crise. On va droit vers l'endettement. À ce rythme, c'est l'endettement qui est proposé aujourd'hui. Ça se pose même ça, c'est un faux problème. S'endetter, c'est pas c'est la solution la plus facile. Non, c'est pas un mal de s'endetter. Alors, si on s'endette pour créer des richesses, mais c'est parfait. Je vais plus loin. Une des erreurs du président Bouteflika, ça a été d'effacer complètement la dette extérieure. Parce qu'aujourd'hui, si on doit aller s'endetter, il n'y a plus de gens capables de négocier tout ça. Je voulais... alors, de mon point de vue, moi, j'attendais qu'on ait le document parce que je me suis dit, c'est au moins un jalon, on va voir de manière plus précise comment il faut faire, etc. Ouais. Quitte à, je fais partie des gens qui pensent que les réformes qui ont été proposées par la task force sont au-dessus des moyens de coordination et d'action du gouvernement. Mais bon, c'est pas un problème. Ça aurait pu servir pour un document, comme un document pour tout le monde. Et puis, ça aurait pu nous faire avancer. Bon, il y aurait eu comme ça se fait partout ailleurs. Comme partout ailleurs. Voilà. Ça aurait été un repère dans le temps, etc. Bien, mais l'événement... Ça se fait pas comme ça. Non, les gens qui remettent leur rapport... Hassan, je peux terminer. Hassan, je peux terminer. Est-ce que je peux terminer? Partout dans le monde, les rapports sont remis, ils sont la propriété de ceux qui les font. Et les journalistes en débattent. Voilà. Alors, pour moi, l'événement dimanche a été fait par Bouteflika. Une fois de plus, la vérité de l'Algérie, c'est le PDG de Sonelgaz qui l'a donné. Et il a choisi exprès le dimanche matin. Il a choisi exprès. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il y avait au mois de février une réunion en assemblée générale de l'association de l'industrie du gaz où il a fait une sortie où il a torpillé le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Énergie, le patron de Sonatrach, etc. en disant nous on ne peut pas assumer le plan de renouvellement des. Ça fait un bout de temps qu'il tire la sonnette d'alarme. Et il a fait qu'est-ce qu'il a dit dimanche? Il a dit 1. Nous sommes toujours en déficit, ça n'a pas bougé. 2, nous allons augmenter les tarifs. 3, nous allons nous endetter à l'international. C'est ça la réalité de l'Algérie aujourd'hui. En fait, il a tracé la ligne à son échelle, à l'échelle de son secteur, de ce que devrait faire en principe le gouvernement à l'échelle du pays. Je note au passage que... Mais c'est ce que disent aussi les... Non, s'il le dit ailleurs, c'est que ça n'est pas en train de se passer comme ça. C'est pas en train de se passer comme ça. C'est ce que disent aussi. Mais je veux dire, encore une fois, il y a deux choses importantes qui se sont passées cette semaine. La chose importante, c'est qu'il y a des experts qui ne sont pas un bureau d'études indépendant, c'est des experts réunis autour du Premier ministre. C'est une équipe qui travaille pour le compte du Premier ministre. C'est pas un bureau d'études indépendant. Ils ont élaboré un programme. Ce programme, un projet. Ce projet, l'exécutif a l'intention de l'endosser. Bon, avant de l'annoncer officiellement, l'exécutif a jugé qu'il était utile, qu'il était nécessaire de passer par les partenaires sociaux. S'il ne l'avait pas fait, on lui aurait dit « Ah oui, c'est des experts qui ont travaillé sur un coin de table, etc. » Bon, c'est toujours la même chose. Bon, alors, on est passé par les partenaires sociaux. Ça a été endossé. Moi, j'ai lu des dépêches officielles, j'ai lu des déclarations officielles qui disent que la tripartite a endossé les orientations générales du nouveau modèle économique. Bon, ce modèle économique aujourd'hui n'est pas encore approuvé par l'exécutif. Il n'est pas approuvé formellement par l'exécutif. Il est censé... Les propositions des experts sont censées avoir été amendées par la tripartite. La version finale va être élaborée par le gouvernement et approuvée par l'exécutif. Approuvée par l'exécutif, c'est tout. Point. Premièrement. Deuxièmement. Est-ce que tu es d'accord, Hassan, s'il te plaît? Est-ce que tu es d'accord? Attends, est-ce que tu es d'accord sur l'option Sonelgaz? Est-ce qu'elle peut se décliner? On va aller vers ça. Elle va se décliner. Mais les experts ne disent pas autre chose. Ils disent qu'il va falloir adapter les tarifs, bien sûr. Ça fait partie des choses qu'il va falloir faire. Il faut augmenter les tarifs. Il n'y a pas
moyen de réduire les subventions il n'y a pas moyen de réduire le déficit budgétaire sans augmenter les tarifs. Les retraites, on peut dire un mot sur la question des retraites Toujours sur le même sujet. Moi, il faut rapidement. 2 mots à dire sur ça. M. Sellel a annoncé un nouveau modèle économique pour avril. Ensuite pour mai, ensuite pour la tripartite. La tripartite est passée, il n'y a pas de nouveau modèle économique. Moi, ça ne me surprend pas. Je ne pense pas que M. Sellel soit capable d'un nouveau modèle économique. C'est point barre. Je n'y crois pas. Si c'était possible, ça aurait été fait depuis 4 ans qu'il est Premier ministre, depuis 15 ans que M. Bouteflika est président. Nous sommes avec un gouvernement qui raisonne en termes de يصرف عنده دراهم يصرف كي يخلصوا الدراهم ما يمتش لولادو et puis point barre. Voilà, on est dans ce schéma. Deuxième chose, le dénuement institutionnel du pays fait que on est en train un peu de dribbler quelques experts parce qu'ils sont devenus relativement médiatiques dans le désert, comme disait Hassan, dans le désert des idées qu'il y a des voix sur le plan économique qui ont commencé à être entendues. Le pouvoir a eu recours à une méthode qui est très simple. On va les éteindre pour une année. Comment ? On va les absorber. Dans 6 mois, dans 1 an, les experts qui ont travaillé sur la task force, etc., on va les entendre à la radio dire on a été berné. C'est une mécanique qui est très simple. Voilà. Ils vont le dire sur Radio M d'ailleurs, je pense. Voilà. Et maintenant, si M. Sellel est capable d'un nouveau modèle économique, moi je quitte le CPP définitivement. Non, mais je n'ai pas posé cette question. Je m'étais promise de ne pas poser la question. Juste pour revenir sur cette question d'être capable ou de ne pas être capable. À la limite, ce n'est pas important. Parce que ce qui est important, c'est de donner une perception, une impression à la société, lui donner même une réponse, même si elle est vague, et lui dire on est capable de faire des choses. Or, maintenant, ce qu'on ressent dans la société, c'est exactement le contraire. Il y a une forme d'inquiétude qui est latente et qui vient un peu. Les gens parlent beaucoup plus de la facture de l'électricité depuis le début de l'année. Moi, quand j'ai été cette semaine, quand j'ai été... Oui, mais les gens ne lisent pas la loi de finances. Les gens, ils regardent, ils sentent, ils parlent entre eux, ils disent que les médicaments coûtent plus cher, etc. C'est-à-dire, il y a une perception, il n'y a pas une perception, il n'y a pas un message clair qui est donné. Tout à l'heure, j'avais raconté que j'étais cette semaine, j'ai fait la tournée des bidonvilles, j'ai vu l'effort incroyable que fait l'État. C'est impressionnant le nombre de relogements, d'opérations de famille. Oui, on a déjà fait dans les 40 000 relogements. C'est énorme. Est-ce que les gens maintenant, quand je parle à des familles qui sont là, etc., ils se posent toujours la question. Ils disent, mais nous, est-ce que l'État va continuer à être à nos côtés parce qu'on entend dire que. Donc il y a cette incertitude qui est là. Pour l'instant, c'est une incertitude. Peut-être que demain, ça va être de la peur. Après, ça va être de la colère. Parce qu'il n'y a pas de message clair donné. La retraite, ça on peut terminer là-dessus parce qu'on n'a plus le temps. Il y a une chose qu'il faut que je dise. Non, il faut que c'est toujours la même chose. Je veux dire, vous avez une vision qui est complètement intemporelle des choses. Vous dites, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 25 ans. Non, parlons. Encore une fois, il y a une crise. Il y a une crise économique. Ouais, non, mais Hassan, il dit la même chose. Encore une fois, c'est pas... il y a quelque chose qui s'est produit depuis 2 ans que vous avez oublié. Il y a une crise économique aiguë, il y a un choc externe de grande ampleur. Vous voulez pas parler de la tripartite. C'est pas qu'il veut ou qu'il veut pas. Il vous dit qu'il ne pourra pas le faire. Il peut pas faire autrement. Il peut pas faire autrement. Il est obligé de le faire. Je peux trancher, s'il te plaît. Non, on va pas terminer là-dessus. Attendez. Hugo, vous avez oublié le choc économique. Nous ne l'avons pas oublié. Nebni, s'il vous plaît. Nous n'avons pas oublié Nebni. C'est bon. Moi, je l'ai oublié. D'accord. Je peux vous orienter. Non, il n'y a pas de conclusion. C'est moi qui vais terminer. Je termine juste ma phrase. En plus, moi, j'ai oublié. C'est ce qu'il va dire. Il va nous dire on peut rien faire, il n'y a rien à faire. Vous avez vu? Non, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas capable de le faire. Tu vois ce qui se passe? Moi, j'ai oublié. Moi, je suis pas au courant qu'il y a un choc avec le. Je suis pas au courant. Mais Nebni a mis en garde il y a 5 ans contre ce choc. Mais il y a des jeux. Ok, très bien. Alors, ça fait 10 ans. Est-ce que vous avez tous lu? Non, on va pas terminer là-dessus, s'il vous plaît, parce que même les gens, c'est insupportable pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous avez lu un peu le nouveau programme, encore la suite du programme qui est proposé par l'Arabie Saoudite? Je voulais terminer là-dessus. Moi, ça m'a interpellé l'État ou l'Arabie Saoudite qui a décidé à terme de céder une partie du 5% de l'Aramco.
Voilà, du géant pétrolier, l'Arabie Saoudite. On a publié sur Maghreb Émergent un article d'un expert qui a été publié aussi par Orient 21, qui est un bon spécialiste de l'économie pétrolière et de l'Arabie Saoudite, et qui se pose des questions sur la faisabilité de ce programme, qui dit que d'ici 2030, c'est pas vrai que l'Arabie Saoudite va pouvoir se dégager, autant qu'elle le prétend, de la rente pétrolière, mais qu'en même temps, d'avoir cette feuille de route, d'avoir ce cap, avec les étapes. Bon, eux, ils ont pris McKinsey. Hein. Bon, ils n'ont pas pris une task force nationale. Ils ont pris un grand bureau d'études internationales. Et ils ont eu un changement de gouvernance. Ils ont eu un changement de gouvernance. Il y a un roi vieillot qui est parti. Et c'est le fils du nouveau roi qui est arrivé. Donc, il y a une dynamique dans le cadre des limites de ce qui se passe. Il y a une dynamique politique qui permet de tenter cette évolution-là. Mais le doute est quand même largement permis sur la capacité de du gouvernement saoudien à conduire une telle réforme. Voilà. Si le doute est permis pour l'Arabie Saoudite, nous, en nous permettant de l'avoir pour le gouvernement algérien, jusqu'à nouvel ordre. On peut avoir des doutes sans détruire systématiquement, sans annoncer systématiquement l'échec de toutes les initiatives de il n'y en a pas, pour l'instant, il n'y en a pas. Bon. Comment ça, il n'y en a pas? On va terminer, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Il n'y a que ça. Merci de nous avoir suivis. La prochaine fois, on aura des chiffres. Quand on aura des chiffres, alors la prochaine fois, Hassan Haddouche arrivera avec des chiffres, avec des détails. Et à ce moment-là, on pourra rentrer dans le détail. Je vais vous en donner quelques-uns déjà. Merci de nous avoir accompagnés.